Vous savez quelle est la douleur la plus profonde qu'une mère puisse ressentir? Ce n'est pas de perdre un enfant, c'est de découvrir que les enfants que vous avez élevés, aimés et pour lesquels vous avez tout sacrifié, complotent dans votre dos pour voler tout ce que vous avez construit dans la vie. Je m'appelle Margot, j'ai 72 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et en même temps la plus révélatrice de mon existence. C'était un matin gris d'octobre ici à Rennes. Le vent typique de la Bretagne soufflait fort contre les fenêtres de mon appartement rue de la Monnaie, dans le centre historique de la ville. Les pavés anciens brillaient sous la bruine matinale, créant cette atmosphère mélancolique si caractéristique de notre région. J'étais en train d'organiser quelques papiers dans mon bureau, cette petite pièce qui donnait sur la place du Parlement de Bretagne, quand j'ai trouvé une lettre qui était tombée derrière le secrétaire. Cette lettre allait changer ma vie à jamais. En l'ouvrant, mon monde s'est complètement effondré. C'était une correspondance du cabinet d'avocats Dubois et Associés, adressée à mon fils Pierre, 48 ans. La lettre parlait de « procédure d'interdiction civile » et des « évaluations de capacité mentale de Madame Margot Leblanc ». Ma vision s'est brouillée. Mes mains ont tremblé si fort que j'ai failli laisser tomber le papier sur le parquet en chêne que Henri et moi avions fait poser il y a 20 ans. Pierre, mon fils aîné, l'enfant en qui j'ai toujours eu confiance, celui qui venait encore me demander conseil pour ses décisions importantes, essayait de me faire déclarer mentalement incapable. Et il n'était pas seul. En continuant ma lecture, j'ai découvert que ma fille Sophie, 45 ans, était également impliquée dans cette procédure. Mes propres enfants, la chair de ma chair, voulaient prendre le contrôle de mes biens, l'appartement où je vis depuis 30 ans, la maison de campagne à Brocéliande que j'ai héritée de mes parents, et surtout, la petite fortune que j'ai accumulée pendant 40 ans en travaillant comme professeur d'université puis comme directrice d'une école prestigieuse de Rennes. Je me suis assise dans le fauteuil que mon défunt mari Henri utilisait pour lire ses livres d'histoire. Le tissu bleu marine gardait encore un peu de son parfum, même 3 ans après son départ. Cette odeur de bergamote et de cuir qui me rappelait nos soirées tranquilles, quand nous planifions notre retraite ensemble, quand nous rêvions de voir grandir nos petits-enfants dans la sérénité. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Comment cela avait-il pu arriver? Où avais-je échoué comme mère? J'ai regardé autour de moi, cette maison remplie de souvenirs familiaux, les dessins d'enfants encadrés sur les murs, les photos de vacances en famille en Bretagne, le piano sur lequel Sophie avait appris à jouer, Clair de lune, de Debussy. Chaque objet me rappelait l'amour que j'avais donné sans compter. La table de la salle à manger où nous prenions nos repas dominicaux, où j'aidais Pierre avec ses devoirs de mathématiques quand il était au lycée. Le canapé où je berçais Sophie quand elle faisait ses cauchemars d'enfant. Tout cela semblait maintenant souillé par cette découverte horrible. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais aidé Pierre quand il traversait des difficultés financières. Quand il s'est divorcé de Claire il y a 5 ans, c'est moi qui ai payé les honoraires de son avocat 15 000 € que je n'ai jamais regretté car je pensais l'aider à reconstruire sa vie. Quand Sophie a voulu ouvrir sa boutique de vêtements rue Saint-Michel, c'est moi qui ai prêté l'argent initial 30 000 € qui n'ont jamais été remboursés, soit dit en passant, mais j'avais fermé les yeux par amour maternel. J'ai repensé au Noël somptueux que j'organisais chaque année, aux vacances que je payais pour toute la famille dans notre maison de Brocéliande, aux cadeaux généreux pour leurs anniversaires, leur mariage, la naissance de leurs enfants. Mes petits-enfants. Mon Dieu, qu'allaient-ils penser de leur grand-mère si cette mascarade aboutissait? Lucas, le fils de Pierre, qui n'a que 10 ans et qui m'appelle encore « Mamie Margot » avec ses yeux brillants de malice. Emma et Théo, les jumeaux de Sophie, 12 ans, qui adorent venir passer les vacances scolaires chez moi pour que je leur raconte les légendes bretonnes au coin de la cheminée. Est-ce qu'on leur dirait que leur grand-mère était devenue folle? Qu'elle ne pouvait plus s'occuper d'elle-même? Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai marché dans mon appartement comme un fantôme, regardant chaque meuble, chaque tableau, chaque livre de ma bibliothèque. 40 ans de carrière dans l'éducation, des milliers d'élèves qui m'avaient respecté et admiré, des collègues qui me consultaient encore pour mes conseils pédagogiques. J'avais une réputation irréprochable dans le milieu académique rennais. Comment mes propres enfants pouvaient-ils penser que j'étais incapable de gérer ma vie?
Le lendemain matin, en buvant mon café dans ma cuisine qui donnait sur les toits ardoisés de la vieille ville, j'ai commencé à analyser la situation avec la logique froide qui m'avait toujours caractérisé dans ma profession. Cette lettre n'était pas arrivée là par hasard. Pierre était venu me rendre visite 3 jours auparavant et avait insisté pour utiliser mon bureau, pour passer quelques coups de téléphone professionnel. Il avait dû faire tomber la lettre en partant. Durant les jours qui ont suivi, j'ai commencé à observer mes enfants avec d'autres yeux. Pierre s'est mis à me rendre visite plus fréquemment, toujours en posant des questions sur mes finances, sur l'endroit où je gardais mes documents importants. « Maman, tu devrais penser à simplifier ta vie », me disait-il avec ce sourire faux que je reconnaissais maintenant. Peut-être qu'il serait temps de vendre la maison de campagne. C'est beaucoup de travail pour toi de tout entretenir. Je me souvenais maintenant de tous ces petits signes que j'avais ignorés. Ces questions insistantes sur mon testament, sa façon de regarder autour de lui quand il venait, comme s'il évaluait la valeur de mes affaires. Une fois, je l'avais surpris en train de photographier discrètement mes tableaux avec son téléphone. « C'est pour garder des souvenirs, maman », avait-il dit quand je lui avais demandé pourquoi. Sophie aussi avait changé de comportement. Elle avait commencé à apporter des suggestions sur les maisons de retraite et les résidences pour personnes âgées. « Regarde comme c'est joli cet endroit, maman », me montrait-elle des brochures colorées d'établissements coûteux. « Tu aurais de la compagnie, des activités organisées, des soins médicaux sur place. Et tu n'aurais plus à t'inquiéter de rien. Nous nous occuperions de toute la paperasserie. » Le plus douloureux était de voir comment il jouait cette farce parfaite. Pendant les repas dominicaux dans ma maison, ils agissaient comme des enfants aimants et préoccupés. Pierre coupait ma viande, comme si j'étais une enfant. Sophie organisait mes médicaments, disant que j'étais un peu oublieuse ces derniers temps. Il parlait de moi à la 3e personne, même quand j'étais présente, elle ne devrait pas conduire le soir, elle oublie de fermer le gaz parfois. Tout était calculé, prémédité, orchestré avec une précision chirurgicale. Un après-midi, alors que je prenais le thé place d'Hélice, observant le mouvement du marché hebdomadaire qui anime notre belle ville depuis des siècles, j'ai pris une décision. Les odeurs de pain frais et de fromage de nos producteurs locaux, les rires des enfants qui couraient entre les étals, la vie normale qui continuait autour de moi. Tout cela m'a rappelé que j'étais encore bien vivante, bien consciente, bien capable de me battre. Je ne serais pas une victime passive de la cupidité de mes propres enfants. S'ils voulaient jouer à ce jeu sordide, je jouerais aussi mais selon mes propres règles. J'avais passé ma vie à enseigner, à éduquer, à transmettre des valeurs. Il était temps de donner à mes enfants la leçon la plus importante de leur existence. En rentrant chez moi ce soir-là, en passant devant la cathédrale Saint-Pierre illuminée par les réverbères, j'ai senti une détermination nouvelle naître en moi. Ils avaient sous-estimé leur mère. Ils allaient découvrir que Margot Leblanc n'était pas une vieille dame fragile qu'on manipule facilement. J'étais une combattante. Et cette bataille, je comptais bien la gagner. Vous pensez qu'une mère doit tout pardonner à ses enfants? Que l'amour maternel n'a pas de limite? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, car ce que vous allez découvrir sur ce que j'ai fait et sur les leçons que j'ai données à mes enfants va vous choquer à jamais. Parfois, l'amour véritable exige des attitudes qui semblent dures, mais qui sont nécessaires. Et je vous garantis, ma vengeance a été plus douce et plus juste que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai décidé de faire appel au meilleur avocat de Rennes, maître Alexandre Moreau, un homme de 55 ans avec une réputation irréprochable en droit de la famille. Son cabinet se trouvait dans l'élégante rue d'Entrain, dans une de ces maisons anciennes aux murs de pierre typiques de l'architecture bretonne. L'immeuble du XVIIIe siècle, avec ses fenêtres à petits carreaux et sa porte cochère en bois massif, inspirait immédiatement confiance et respectabilité. En montant l'escalier en colimaçon qui menait à son bureau au 2e étage, je sentais le poids de l'histoire dans chaque marche de granit usée par des siècles de passage. Les murs étaient ornés de diplômes prestigieux et de photos avec des personnalités politiques locales. Maître Moreau était visiblement un homme influent dans le milieu juridique rennais. Quand j'ai expliqué ma situation,
Assis dans son bureau aux boiseries sombres qui donnaient sur les jardins du Tabor, j'ai vu ses yeux s'assombrir derrière ses lunettes dorées. Il a posé son stylo Montblanc sur le sous-main en cuir et s'est penché vers moi avec attention. « Madame Leblanc, malheureusement des cas comme le vôtre sont plus fréquents qu'on ne l'imagine, » a-t-il dit en ajustant ses lunettes. Des enfants qui tentent d'anticiper leur héritage en faisant déclarer leurs parents incapables. C'est méprisable, mais nous devons être stratégiques dans notre approche. Sa voix portait cette autorité tranquille des hommes habitués aux tribunaux. Il m'a expliqué que dans sa carrière de 30 ans, il avait vu une augmentation dramatique de ce type d'affaires, surtout depuis la crise économique. L'appât du gain transforme parfois les relations familiales les plus sacrées, avait-il ajouté avec une amertume qui trahissait son expérience douloureuse de la nature humaine. Ensemble, nous avons élaboré un plan minutieux. Je continuerai à faire semblant de ne rien savoir, mais je documenterai chaque tentative de manipulation de mes enfants. Maître Moreau m'a enseigné à enregistrer discrètement les conversations avec mon téléphone portable et à noter tous les commentaires concernant ma supposée détérioration mentale. L'élément clé de notre défense sera de prouver leur préméditation, m'a-t-il expliqué en me montrant des précédents juridiques. Si nous pouvons démontrer qu'ils ont orchestré cette situation pour des raisons purement financières, le tribunal non seulement rejettera leur demande, mais pourra aussi engager des poursuites pour tentative de fraude. Il m'a remis un petit carnet en cuir où je devais noter scrupuleusement chaque incident, chaque conversation suspecte, chaque comportement anormal de mes enfants. Date, heure, témoin présent, paroles exactes. Tout peut devenir une preuve cruciale, m'a-t-il conseillé. L'automne à Rennes était particulièrement pluvieux cette année-là. Les feuilles dorées des arbres du parc du Tabor tombaient incessamment, créant un tapis humide sur les rues pavées. L'air sentait la terre mouillée et les feuilles mortes, cette odeur si caractéristique de notre région en octobre. C'était le décor parfait pour la mélancolie que j'allais devoir feindre. Les journées raccourcissaient rapidement, et à 16 heures, les réverbères s'allumaient déjà dans les ruelles étroites du centre historique. Pendant les 2 mois qui ont suivi, je suis devenue une actrice consommée. J'ai étudié mon rôle comme j'étudiais auparavant mes cours magistraux à l'université. Chaque geste, chaque expression, chaque réaction devait être calibrée pour paraître authentique sans être excessive. Quand Pierre me rendait visite, j'oubliais accidentellement où j'avais mis mes clés, laissais la bouilloire sur le feu un peu plus longtemps que nécessaire, simulais une confusion avec les dates. « Maman, tu vas bien ?» demandait-il avec une fausse inquiétude, mais je voyais la lueur de satisfaction dans ses yeux châtains, si semblables à ceux de son père. Un mardi matin, alors qu'il était venu prendre de mes nouvelles, je l'ai vu fouiller discrètement dans mon secrétaire pendant que je préparais le café dans la cuisine. J'ai fait semblant de ne rien remarquer, mais j'ai tout noté dans mon carnet le soir même. Il cherchait mes documents bancaires, mes polices d'assurance, mon testament. « Tu sais, maman », m'avait-il dit ce jour-là en buvant son café dans ma tasse préférée, celle avec les fleurs de hortensia que Sophie m'avait offertes pour la fête des mères il y a des années, Claire et moi, on s'inquiète pour toi. Tu vis toute seule dans cet appartement si grand. Et si tu tombais? Et si tu avais un malaise? Claire, son ex-épouse, qui ne m'avait pas donné de nouvelles depuis leur divorce. Cette hypocrisie me retournait l'estomac, mais je me contentais de hocher la tête d'un air absent. Sophie fut encore plus perverse dans sa manipulation. Elle a commencé à inviter des amis médecins pour les déjeuners dominicaux. Dr Bertrand, un psychiatre à la retraite avec sa barbe blanche et ses manières paternelles, et Dr Rousseau, une gériatre aux cheveux gris tirés en chignon strict. Ces invitations n'étaient évidemment pas innocentes. Ces pseudo-consultations déguisées en conversations amicales me révoltaient. Il posait des questions apparemment anodines sur ma mémoire, mes habitudes, ma capacité à prendre des décisions. Dr Bertrand, tout en découpant délicatement son gigot d'agneau aux herbes de Provence, me demandait « Margot, vous arrive-t-il d'oublier le nom de vos voisins? De vous perdre dans votre propre quartier ?» Je répondais de manière vague et confuse, exactement comme il s'y attendait. Parfois, je ne me souviens plus si j'ai pris mes médicaments, disais-je en regardant dans le vide. Et hier,
je suis allée au marché et j'ai complètement oublié ce que j'étais venue acheter. Sophie échangeait des regards significatifs avec les médecins. Je voyais tout, j'enregistrais tout. Mon téléphone, discrètement posé près de mon assiette, captait chaque parole compromise. Un dimanche particulièrement humide de novembre, Dr Rousseau est allé jusqu'à suggérer, en toute amitié, que je passe des « examens de routine » dans son service. Juste pour s'assurer que tout va bien, Margot. À notre âge, il faut surveiller ces petites pertes de mémoire. Notre âge. Elle avait à peine 60 ans et osait se comparer à moi. Mais je me contentais de sourire faiblement en acquiesçant, si vous pensez que c'est nécessaire, docteur. La situation la plus humiliante s'est produite un après-midi gris de novembre. Sophie était arrivée accompagnée d'une assistante sociale de la mairie de Rennes, Madame Durand, une femme d'environ 40 ans avec un air sévère et professionnel. Elle portait un tailleur gris anthracite et une mallette en cuir noir qui lui donnait l'allure d'une inspectrice. Elles ont inspecté ma maison comme si j'étais un animal en observation. Madame Durand prenait des notes sur un carnet, examinant chaque pièce avec un œil critique. Elle a vérifié l'état de mes appareils électroménagers, la propreté de ma salle de bain, l'organisation de ma cuisine. Madame arrive-t-elle à s'occuper seule de tout cet appartement ? A demandé l'assistante sociale en observant ma cuisine. Ses yeux scrutaient chaque détail, les casseroles sur la cuisinière, les médicaments sur le plan de travail, la vaisselle dans l'évier. N'est-ce pas dangereux d'utiliser la cuisinière à gaz ? Et si elle oubliait quelque chose d'allumé ? Sophie répondait pour moi, comme si j'étais devenue muette et sourde, « Maman oublie beaucoup de choses dernièrement. Hier, elle m'a appelé à 3 heures du matin pour me demander quel jour on était. Nous sommes très inquiets pour sa sécurité. » Mensonge et honté. Je n'avais jamais appelé Sophie à cette heure-là. Mais j'ai tout noté dans mon carnet secret, caché derrière mes livres de recettes sur l'étagère de la cuisine. L'assistante sociale a même fouillé mon réfrigérateur, vérifiant les dates de péremption, l'état de conservation des aliments. Je constate que certains produits sont périmés, a-t-elle dit en sortant un yaourt dont la date était dépassée de 2 jours. Cela peut indiquer des troubles de la mémoire ou de l'attention. 2 jours. Comme si je n'avais jamais eu de yaourt légèrement périmé dans ma vie. Mais Sophie hochait la tête d'un air navré, nous essayons de l'aider, mais elle refuse notre assistance. Elle insiste pour tout faire toute seule. Madame Durand a également interrogé mes voisins. Madame Martin, qui habitait l'appartement d'en face, avait été visiblement influencée par Sophie. Margot me semble parfois confuse, avait-elle déclaré à l'assistante sociale. L'autre jour, elle a frappé à ma porte en pleine nuit, prétendant avoir entendu du bruit dans les escaliers. Encore un mensonge. Ce fameux soir, j'avais effectivement entendu du bruit, c'était Sophie qui fouillait ma boîte aux lettres vers 11 heures du soir, pensant que je dormais. J'étais sortie vérifier, et en voyant Madame Martin dans le couloir, je lui avais simplement dit bonsoir. Mais cette version déformée des faits servait parfaitement les intérêts de ma fille. Le pire moment fut quand j'ai découvert qu'ils avaient déjà choisi la maison de retraite où ils comptaient m'interner. Les Jardins de Rennes, une institution coûteuse dans le quartier de Villejean. Sophie m'y a emmené pour visiter, prétendant que c'était « juste pour voir », au cas où dans le futur. Le trajet en voiture fut un calvaire. Sophie conduisait lentement, me parlant comme à une enfant. « Tu vois, maman, c'est dans un quartier calme, avec de beaux espaces verts. Tu pourras te promener en sécurité. » L'établissement était effectivement beau, je l'admets. Des jardins soignés avec des allées pavées, des chambres confortables avec vue sur le parc, une salle d'activité spacieuse avec des jeux et une bibliothèque. Mais l'odeur, cette odeur de désinfectant mélangée à celle des fleurs artificielles et de la nourriture industrielle me soulevait le cœur. « Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Leblanc ?» avait demandé la directrice, une femme souriante en blouse blanche. « Nous organisons des activités variées, aquarelle, Scrabble, chorale. Et nous avons un service médical 24 heures sur 24. Qu'est-ce que tu en penses, maman ?» avait renchéri Sophie en me prenant le bras. « C'est accueillant, non ? Tu aurais de la compagnie,
des soins médicaux. Ça ressemble à un hôpital, avais-je répondu en feignant la confusion. Pourquoi sommes-nous ici? Je veux rentrer à la maison. Sophie avait souri avec satisfaction. Une preuve de plus de mon incapacité à comprendre la situation. Pendant cette période, j'ai également découvert des détails choquants sur les finances de mes enfants grâce aux indiscrétions de leurs propres conversations téléphoniques. Pierre avait de sérieux problèmes dans son cabinet comptable. Il avait perdu 2 clients importants, la boulangerie Roussel et le garage Lemoine, et était en retard sur ses remboursements bancaires. J'avais entendu une de ses conversations téléphoniques avec son banquier, Monsieur Leblanc, nous ne pouvons plus reporter l'échéance. Il nous faut un règlement avant la fin du mois. Sophie, de son côté, avait fermé sa boutique depuis 6 mois et était endettée auprès de ses fournisseurs. Elle avait même dû revendre sa voiture et louer un petit appartement dans le quartier de Maurepas, bien moins prestigieux que son ancien domicile près du centre-ville. Ils avaient besoin de mon argent. Ce n'était pas de l'amour filial ou une préoccupation sincère, c'était de la cupidité pure déguisée en sollicitude. Un soir, seul dans mon appartement, regardant par la fenêtre les lumières de Rennes se refléter dans la Vilaine, j'ai observé les péniches amarrées le long des quais, ces témoins silencieux de l'activité commerciale de notre belle ville. J'ai pris une décision définitive en contemplant cette vie qui continuait normalement autour de moi. Je ne serais pas seulement sur la défensive. Ils allaient apprendre une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. L'ironie de la situation m'est apparue clairement, eux qui voulaient me faire passer pour une vieille femme sénile allaient découvrir que j'étais plus lucide et plus déterminée qu'ils ne l'avaient jamais été. Décembre est arrivé avec une intensité brutale. Les températures ont chuté drastiquement, et Rennes s'est retrouvée recouverte d'une fine couche de givre qui rendait les rues historiques encore plus traîtresses. Le matin, les pavés de la place du Parlement brillaient comme des diamants sous la lumière blafarde du soleil d'hiver. C'était le climat parfait pour refléter mon état émotionnel, froid, tranchant, implacable. Les marchés de Noël commençaient à s'installer sur les places de la ville. L'odeur de vin chaud et de marron grillé flottait dans l'air glacé, créant cette atmosphère festive qui contrastait amèrement avec la guerre silencieuse que je menais contre mes propres enfants. Les guirlandes lumineuses et les décorations de Noël dans les vitrines me rappelaient douloureusement les fêtes d'autrefois, quand nous étions une vraie famille unie. Maître Moreau m'a informé que l'audience avait été fixée au 15 janvier, au tribunal de grande instance de Rennes. L'imposant bâtiment de la place de la République, avec sa façade néoclassique et ses colonnes majestueuses, serait le théâtre de notre confrontation finale. Pierre et Sophie avaient réussi à constituer un dossier impressionnant de preuves de mon incapacité mentale. Des témoins qui confirmaient mon comportement étrange, des rapports médicaux basés sur des observations superficielles, et même des voisins qui avaient été convaincus que je représentais un danger pour moi-même. Ils ont été très méticuleux, a admis Moreau lors de notre réunion dans son bureau, un après-midi où la neige tombait en gros flocons sur les jardins du Tabor. Mais nous aussi, nous avons été méticuleux. Nous avons des enregistrements qui prouvent la manipulation, des documents qui montrent leur véritable motivation financière, et surtout, nous vous avons vous, une femme de 72 ans avec un esprit absolument brillant. Il avait étalé sur son bureau en acajou tous les éléments de notre contre-attaque, les enregistrements audio sur clé USB, les documents bancaires prouvant les difficultés financières de mes enfants, les témoignages de personnes qui pouvaient attester de ma parfaite lucidité, notamment ma pharmacienne Madame Dubois qui me connaissait depuis 20 ans, et mon médecin traitant, Dr Léveillé, qui s'était dit stupéfait d'apprendre cette procédure. Votre stratégie d'actrice a parfaitement fonctionné, m'a-t-il dit en ajustant ses lunettes. Ils se sont tellement confortés dans leur certitude de votre incapacité qu'ils ont baissé leur garde. Leurs conversations enregistrées sont accablantes. C'est alors que j'ai décidé de porter le coup de grâce. Pendant la première semaine de janvier, j'ai organisé une réunion familiale spontanée dans ma maison. J'ai dit que je voulais parler de l'avenir, que j'étais confuse et effrayée par ma situation. Le prétexte était parfait, une vieille femme désemparée qui voulait se confier à ses enfants bien-aimés. J'ai passé l'après-midi à préparer minutieusement cette mise en scène. J'ai choisi ma tenue avec soin, une robe de laine grise qui me vieillissait,
un châle défraîchi, et j'ai volontairement négligé ma coiffure pour paraître plus fragile. J'ai même appliqué un peu de fond de teint plus clair pour avoir l'air fatigué. Pierre et Sophie sont arrivés à 18h précises, anxieux, pensant que j'allais enfin céder volontairement. L'anticipation se lisait sur leur visage. Pierre portait son costume du dimanche, celui qu'il mettait pour les grandes occasions, et Sophie avait revêtu son manteau en laine beige le plus élégant. Il voulait avoir l'air respectable pour cette capitulation tant attendue. J'ai préparé leur dîner préféré, coq au vin, comme je le faisais quand ils étaient enfants. La recette de ma mère, avec le vin rouge de Bourgogne que Henri et moi rapportions de nos voyages, les champignons de Paris dorés à point, les lardons croustillants. L'ironie était parfaite, les nourrir une dernière fois en tant que mère aimante, avant de révéler qui ils étaient vraiment devenus. L'odeur qui flottait dans la cuisine me rappelait tant de souvenirs heureux, les anniversaires, les réussites scolaires, les fêtes familiales. Comme il était étrange de cuisiner ce plat dans de telles circonstances. Pendant le repas, j'ai observé mes enfants manger avec appétit, riant et plaisantant comme si de rien n'était. Pierre a même complimenté ma cuisine. « Maman, personne ne fait le coq au vin comme toi. Tu devrais noter ta recette quelque part, pour que Sophie puisse la reproduire. » Pour que Sophie puisse la reproduire. Comme si j'allais bientôt disparaître ou perdre la tête définitivement. Après le dessert, une tarte aux pommes que j'avais achetée chez le pâtissier Guérin, près de la cathédrale, leur préférée depuis l'enfance, j'ai lancé mon piège. « Mes enfants, ai-je dit d'une voix tremblante, les yeux larmoyants, j'ai senti que vous êtes inquiets pour moi. Peut-être avez-vous raison. Peut-être que je n'arrive plus à m'occuper de moi-même. » Ils se sont regardés avec une satisfaction mal dissimulée. Sophie a posé sa cuillère et s'est penchée vers moi avec cette expression de fausse compassion qu'elle maîtrisait si bien. « J'ai pensé à vous donner tout, ai-je continué. La maison de campagne, l'appartement, les économies. Mes bijoux, mes meubles anciens, tout ce que votre père et moi avons accumulé pendant 40 ans de mariage. Mais il y a une chose que j'ai besoin de savoir avant. » « Qu'est-ce que c'est, maman ?» a demandé Sophie en touchant ma main avec une tendresse feinte. Ses ongles vernis étaient parfaitement manucurés, même dans sa situation financière difficile, elle trouvait le moyen de maintenir les apparences. « J'ai besoin de savoir si vous m'aimez vraiment, ou si vous voulez seulement mes biens. » Le silence qui a suivi était assourdissant. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge comtoise dans le salon, celle que mes parents m'avaient léguée et qui marquait les heures depuis 3 générations. Pierre a toussé nerveusement. Sophie a forcé un sourire qui n'arrivait pas à masquer son trouble. « Quelle question, maman ?»« Bien sûr que nous t'aimons, » a dit Pierre en se redressant sur sa chaise. « Nous sommes seulement préoccupés par ton bien-être. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. »« Alors prouvez-le, » ai-je répondu en les fixant droit dans les yeux. « Si vous m'aimez vraiment, renoncez à tout droit sur mon héritage. Signez un document renonçant à tout. Ainsi, je saurai que vous voulez vous occuper de moi par amour, pas par intérêt. » L'expression sur leur visage a changé instantanément. Le masque est tombé d'un coup. Sophie a retiré sa main de la mienne comme si elle s'était brûlée. Pierre a serré les mâchoires, ses joues se sont empourprées. « Maman, tu es en train d'être irrationnelle, » a dit Sophie avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Sa voix avait perdu toute trace de tendresse feinte. « Tu ne peux pas prendre de décisions importantes dans ton état mental actuel. »« Quel état mental ?» ai-je demandé en feignant l'innocence, ma main posée sur le petit enregistreur caché sous ma serviette de table. « Tu sais très bien de quoi nous parlons, » a répondu Pierre en perdant patience. Ses yeux brillaient d'une colère contenue. « C'est exactement pour cette raison que nous prenons les mesures nécessaires pour te protéger de toi-même. » Voilà la confession que j'attendais. Enregistrée, documentée, témoignée par les murs de ma propre maison. Sophie s'est levée brusquement, faisant grincer sa chaise sur le parquet. « Nous ne pouvons plus continuer à faire semblant que tout va bien, maman. Tu as besoin d'être professionnelle, que tu le veuilles ou non. » Faire semblant que tout va bien, ai-je répété, laissant pointer une pointe d'ironie dans ma voix. «
Mais je pensais que vous étiez vraiment inquiet pour ma santé? Pierre s'est levé à son tour, sa serviette jetée rageusement sur la table. Arrête ce petit jeu, maman. Nous savons ce que nous devons faire, avec ou sans ton accord. Cette nuit-là, après leur départ précipité, il avait quitté la maison sans même dire au revoir, claquant la porte comme des adolescents en colère. J'ai longuement relu mes notes. Tout était consigné, date, heure, témoin, paroles exactes. Mon petit carnet en cuir était devenu une mine d'or juridique. Dans les jours qui ont suivi, j'ai intensifié ma comédie. J'ai commencé à appeler mes enfants en posant des questions apparemment confuses. Sophie, dis-moi, nous sommes en quelle année déjà? Ou, Pierre, ton père Henri, il va bien? Quand revient-il de voyage? Henri était mort depuis 3 ans, mais je savais que ces appels seraient utilisés contre moi. Chaque épisode était soigneusement calculé et documenté. Un matin, j'ai même organisé une petite mise en scène en me perdant dans le centre de Rennes. J'ai appelé Sophie, feignant la panique, près de la cathédrale Saint-Pierre. Ma chérie, je ne sais plus où je suis. Il y a une grande église devant moi, mais je ne reconnais rien. Sophie était arrivée en courant, accompagnée de Pierre, tous deux avec des airs de préoccupation qui cachaient mal leur satisfaction. Maman, tu es à côté de chez toi. Comment as-tu pu te perdre ici? Bien sûr, j'étais à 5 minutes à pied de mon appartement. Mais cet épisode est immédiatement entré dans leur dossier d'accusation. Maître Moreau était impressionné par ma détermination. Madame Leblanc, vous devriez avoir été comédienne, m'a-t-il dit en souriant lors de notre dernière réunion préparatoire. Mais souvenez-vous, à l'audience, la vraie Margot doit apparaître. Ce sera votre opportunité de montrer qui vous êtes réellement. J'ai passé des heures à préparer ma déposition, répétant chaque phrase, chaque geste. Je voulais que mon intervention soit parfaite, inoubliable. J'ai relu tous les enregistrements, toutes mes notes, mémorisant chaque détail qui pourrait être utile. La veille de l'audience fut la nuit la plus longue de ma vie. Je suis resté éveillé, regardant mes albums photos anciens éparpillés sur la table du salon. Pierre et Sophie bébé, leurs premiers pas dans notre jardin de Brocéliande, leurs sourires innocents lors des goûters d'anniversaire, leurs diplômes de fin d'études. Où avais-je perdu mes enfants? À quel moment l'amour s'était-il transformé en cupidité? Une photo en particulier m'a fait pleurer, nous 4 lors des dernières vacances avec Henri, il y a 5 ans. Nous rions tous ensemble sur la plage de Saint-Malo, les enfants portaient encore sur nous ce regard admiratif de l'enfance. Henri tenait ma main, Pierre et Sophie nous entouraient de leurs bras. Nous avions l'air d'une famille heureuse et unie. Henri disait toujours que l'argent révèle le vrai caractère des gens. Cette nuit-là, en contemplant cette photo qui me semblait maintenant venir d'une autre époque, j'ai compris pleinement ce qu'il voulait dire. J'ai préparé ma tenue avec un soin méticuleux, une robe bleu marine élégante qui m'allait parfaitement, le collier de perles que Henri m'avait offert pour notre 25e anniversaire de mariage, mes chaussures les plus confortables mais sophistiquées, des escarpins noirs en cuir véritable que j'avais achetés chez Minelli, rue Saint-Georges. Je ne serais pas vue comme une vieille femme sénile. Je serais respectée comme la femme forte et intelligente que j'avais toujours été. J'ai également préparé un petit discours, que j'ai écrit et réécrit plusieurs fois. Chaque mot comptait. Cette audience ne serait pas seulement ma défense, ce serait ma déclaration d'indépendance, ma proclamation de dignité retrouvée. Au petit matin, en regardant Rennes s'éveiller sous ma fenêtre, les premiers tramways qui traversaient la place de la République, les boulangers qui ouvraient leurs échoppes, les étudiants qui se dirigeaient vers l'université, j'ai senti une sérénité nouvelle m'envahir. Mes enfants m'avaient sous-estimé. Ils avaient cru pouvoir manipuler une vieille femme fragile et confuse. Ils allaient découvrir que Margot Leblanc était loin d'être finie. La bataille finale approchait, et j'étais prête. 15 janvier. Le jour de ma libération était enfin arrivé. Je me suis réveillée à 6 heures du matin avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Ma première pensée a été pour Henri, mon chéri, aujourd'hui, je vais leur montrer de quoi ta Margot est capable. Dehors,
Rennes était recouverte d'un brouillard matinal qui s'élevait de la Vilaine, créant une atmosphère presque fantomatique dans les rues médiévales. Les réverbères étaient encore allumés, diffusant une lumière dorée à travers la brume, donnant à notre belle ville un aspect irréel, comme suspendu entre rêve et réalité. J'ai pris un bain chaud dans ma baignoire en fonte émaillée, celle que Henri et moi avions fait installer lors de la rénovation de l'appartement. L'eau parfumée à la lavande, cette essence que je cultivais dans notre jardin de brocéliande, m'a aidé à me détendre et à rassembler mes forces pour l'épreuve qui m'attendait. Chaque geste de ma routine matinale était calculé, précis, comme un rituel de préparation au combat. J'ai choisi mon maquillage avec un soin particulier, un fond de teint léger qui estompait les rides sans les masquer complètement. Je voulais paraître digne, pas artificiel, un trait d'eyeliner discret pour intensifier mon regard, et un rouge à lèvres rouge bordeaux, cette couleur que Henri adorait et qui me donnait confiance en moi. Mes cheveux gris argentés, coiffés en chignon élégant maintenus par les épingles en nacre que ma mère m'avait léguées, complétaient ma transformation. En me regardant dans le miroir de ma chambre, j'ai vu la femme que j'avais toujours été, forte, déterminée, intelligente. Pas la vieille dame fragile que mes enfants voulaient présenter au tribunal. Le petit déjeuner fut frugal mais symbolique. Un thé Earl Grey dans ma tasse en porcelaine de Limoges, celle que j'utilisais pour les grandes occasions, accompagnée d'une tartine de pain de seigle avec le miel de châtaignier que j'achetais au marché des Lys. Chaque bouchée me rappelait les plaisirs simples de la vie, ce que Pierre et Sophie voulaient m'enlever en m'enfermant dans une résidence médicalisée. À 8h30, j'ai pris le tramway ligne à direction République. Assise près de la fenêtre, j'observais Rennes qui s'animait, les étudiants se dirigeant vers l'université, les commerçants ouvrant leurs boutiques, la vie normale qui continuait pendant que ma propre existence basculait. Une jeune femme enceinte était assise en face de moi, caressant tendrement son ventre arrondi. Cette image m'a ému aux larmes, elle aussi portait en elle l'espoir d'être une bonne mère, comme j'avais cru l'être. À 9h précises, j'étais devant le tribunal de grande instance, cet imposant édifice de la place de la République qui incarnait la justice française depuis des décennies. Ses colonnes néoclassiques et sa façade en pierre de taille impressionnaient toujours autant, même après toutes ces années passées à Rennes. Les drapeaux français et européens flottaient mollement dans l'air hivernal, témoins silencieux des milliers de drames humains qui se jouaient entre ces murs. Pierre et Sophie étaient déjà là, accompagnés de leurs avocats. Ils m'ont salué avec des baisers faux et des sourires inquiets qui ne trompaient plus personne, du moins pas moi. Pierre portait son costume anthracite le plus strict, celui qu'il réservait aux rendez-vous importants avec ses clients. Sophie avait revêtu un tailleur beige qui lui donnait un air respectable et responsable. Ils jouaient leur rôle d'enfants dévoués jusqu'au bout. « Comment te sens-tu, maman ?» a demandé Sophie en ajustant nerveusement la bandoulière de son sac Longchamp. « Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Nous allons nous occuper de tout pour toi. » Ces mots, qui auraient dû me rassurer, sonnaient maintenant comme une menace à peine voilée. J'ai simplement souri doucement, continuant ma comédie jusqu'au dernier moment. Maître Moreau est arrivé quelques minutes plus tard, imposant dans sa robe d'avocat, portant sa mallette en cuir vieilli qui contenait toutes les preuves de l'innocence et de la manipulation dont j'étais victime. Son assurance tranquille m'a immédiatement rassuré. « Madame Leblanc, m'a-t-il dit en me serrant la main, êtes-vous prête à montrer qui vous êtes vraiment ?» La salle d'audience était solennelle, avec ses boiseries sombres en chêne massif et ses grandes fenêtres à petits carreaux qui laissaient entrer la lumière grise de l'hiver breton. L'odeur de cire et de vieux papier flottait dans l'air, mélangée à celle du chauffage central qui peinait à réchauffer ses hauts plafonds. Une vingtaine de sièges en velours rouge bordeaux étaient disposés pour le public, mais seules quelques personnes étaient présentes, Maître Moreau et moi-même, Pierre et Sophie avec leurs représentants légaux, et quelques témoins que je ne reconnaissais pas. Le juge, Monsieur Lemoine, un homme d'environ 60 ans aux cheveux grisonnants et à l'expression grave, a pris place sur son siège surélevé. Sa prestance naturelle et son regard perçant inspiraient immédiatement le respect. J'ai remarqué qu'il portait une alliance en or simple, signe qu'il était marié, peut-être comprendrait-il mieux la douleur d'une mère trahie par ses propres enfants. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la demande d'interdiction civile de Madame Margot Leblanc, a-t-il annoncé d'une voix claire qui résonnait dans la salle.
Les demandeurs allèguent une incapacité mentale progressive qui empêche la requérante de gérer ses biens et de prendre des décisions importantes concernant sa personne. L'avocat de Pierre, Maître Bertrand, un homme chauve d'une 50aine d'années au visage austère, s'est levé pour commencer sa plaidoirie. Il portait une robe impeccable et des lunettes à monture dorée qui lui donnaient un air docte et respectable. Sa voix était posée, professionnelle, mais chaque mot était un poignard planté dans mon cœur de mère. Votre honneur, a-t-il commencé en dépliant méthodiquement ses notes, nous nous trouvons aujourd'hui face à une situation malheureusement trop fréquente, une personne âgée qui refuse de reconnaître sa détérioration cognitive et met sa sécurité en danger. Il a parcouru la salle du regard avant de poursuivre, Madame Leblanc, malgré l'amour et la sollicitude de ses enfants, présente des signes inquiétants de troubles de la mémoire, de désorientation spatiale et temporelle, ainsi qu'une incapacité croissante à prendre des décisions rationnelles. Il a ensuite présenté ses preuves avec une méticulosité chirurgicale, les rapports médicaux rédigés par les docteurs Bertrand et Rousseau après leurs observations lors des déjeuners dominicaux, les témoignages de voisins qui confirmaient mon comportement étrange, les épisodes de confusion mentale soigneusement documentés. Chaque élément était présenté avec une logique implacable qui, j'en convenais, formait un ensemble apparemment cohérent. Le 8 novembre dernier, a continué l'avocat en consultant ses notes, Madame Leblanc s'est perdue dans le centre-ville de Rennes, à quelques centaines de mètres de son domicile, et a dû appeler sa fille en état de panique. Le 15 novembre, elle a laissé sa cuisinière à gaz allumé pendant plusieurs heures, créant un risque d'incendie. Le 22 novembre, elle a téléphoné à son fils à 3 heures du matin pour lui demander quel jour nous étions. Chacune de ces preuves était en réalité une de mes mises en scène, mais présentée ainsi, elle formait un tableau accablant d'une vieille dame en perdition. Votre honneur, a-t-il conclu, Madame Leblanc représente un danger pour elle-même. Ses enfants, mus uniquement par l'amour et la préoccupation, cherchent à la protéger de ces situations périlleuses en demandant sa mise sous tutelle. L'avocate de Sophie, Maître Durand, une femme élégante d'une 40aine d'années aux cheveux châtains tirés en chignon strict, a pris le relais. Sa voix était douce mais ferme, celle d'une professionnelle habituée à traiter les affaires familiales délicates. Votre honneur, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes, je souhaite insister sur l'aspect médical de cette affaire. Les troubles cognitifs de Madame Leblanc ne sont pas seulement gênants, ils sont dangereux. Elle a brandi un dossier médical. Le docteur Rousseau, gériatre de renommée, a observé chez la requérante des signes caractéristiques du début de démence sénile, perte de mémoire à court terme, difficultés d'orientation, troubles du jugement. Elle a décrit avec des détails cliniques chacune de mes défaillances, transformant mes comédies en symptômes pathologiques. Ces mots résonnaient dans la salle comme autant de condamnations. Mes clients, a-t-elle poursuivi en désignant Pierre et Sophie, ne demandent pas cette mesure de gaieté de cœur. C'est une décision douloureuse pour des enfants aimants, mais nécessaire pour protéger leur mère d'elle-même et lui assurer les soins adaptés à son état. Pendant toute cette mascarade, j'ai maintenu une expression confuse et perdue, regardant autour de moi comme si je ne comprenais pas entièrement ce qui se passait. J'ai même laissé échapper quelques soupirs de lassitude et me suis tamponné les yeux avec mon mouchoir en dentelle, comme une vieille dame dépassée par les événements. Aux yeux de tous les présents, je semblais confirmer exactement ce qui était allégué contre moi. Pierre et Sophie me regardaient avec des expressions de fausse compassion, mais je voyais dans leurs yeux cette lueur de triomphe à peine contenue. Ils pensaient avoir gagné. Leur plan machiavélique touchait au but. Puis est arrivé le moment que j'attendais depuis des mois. Madame Leblanc, a dit le juge en se tournant vers moi, souhaiteriez-vous vous exprimer? Je me suis levé lentement, avec une apparente difficulté, m'appuyant sur ma canne comme si j'avais du mal à tenir debout. J'ai marché jusqu'au centre de la salle d'une démarche hésitante, maintenant encore ma posture fragile et incertaine. Pierre et Sophie m'observaient avec des expressions de fausse bienveillance, certains que j'allais confirmer par mes propres mots leur version des faits. Votre honneur, ai-je commencé d'une voix tremblante et faible, je ne comprends pas très bien ce qui se passe ici. J'ai vu Sophie hocher discrètement la tête en direction de son avocate. C'était exactement ce qu'elles espéraient entendre.
L'assistance semblait compatir avec cette pauvre vieille dame perdue dans les méandres de la justice. Je suis confuse, ai-je continué, laissant ma voix se briser légèrement. Mes enfants disent que je ne vais pas bien, que j'oublie des choses importantes. Le silence dans la salle était pesant. Même le juge semblait ému par cette démonstration de fragilité. Puis, dans un mouvement qui a stupéfié toute l'assistance, j'ai complètement changé de posture. J'ai redressé les épaules, ma voix est devenue ferme et claire, mes yeux ont retrouvé l'éclat de l'intelligence. La transformation a été si soudaine et si radicale que plusieurs personnes ont sursauté. En fait, ai-je dit d'une voix maintenant puissante et autoritaire qui a résonné dans toute la salle, je comprends parfaitement ce qui se passe ici. Je comprends que mes propres enfants, Pierre et Sophie Leblanc, tentent de me voler à travers une procédure frauduleuse d'interdiction civile. Le silence qui a suivi était absolument total. On aurait pu entendre une mouche voler. Pierre a blêmi instantanément, tout son sang semblant se retirer de son visage. Sophie a ouvert la bouche sous le choc, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. Leurs avocats se sont regardés, visiblement désorientés par ce retournement de situation inattendu. Pendant les 4 derniers mois, ai-je continué d'une voix de plus en plus assurée, me dressant maintenant de toute ma hauteur, j'ai fait semblant d'être exactement ce qu'ils voulaient que je sois, une vieille femme confuse et incapable. J'ai enregistré toutes les conversations où ils ont démontré leurs véritables intentions. J'ai documenté chaque mensonge, chaque manipulation, chaque tentative de me faire paraître incompétente. La salle était maintenant en effervescence. Le juge lui-même semblait surpris par ce développement dramatique. J'ai fait signe à Maître Moreau, qui s'est levé avec sa mallette pleine de documents, un sourire de satisfaction éclairant son visage. « Votre honneur », a déclaré mon avocat avec une autorité tranquille, je présente les preuves de la supercherie orchestrée par les demandeurs. Il a sorti de sa mallette une série de documents soigneusement classés, enregistrements audio où ils admettent leur motivation financière, documents prouvant leurs difficultés économiques, témoignages falsifiés qu'ils ont obtenus par manipulation. Le juge, visiblement intrigué par cette révélation spectaculaire, a demandé à entendre les enregistrements. La voix de Pierre a alors résonné dans la salle, claire et incriminante, elle doit accepter rapidement. J'ai des dettes jusqu'au cou et j'ai besoin de cet argent. Puis celle de Sophie, quand nous obtiendrons le contrôle de ses biens, nous vendrons tout rapidement. Elle n'a même pas besoin de connaître la vraie valeur. Ces mots ont tranché l'air comme des lames acérées. J'ai vu mes enfants se recroqueviller sur leurs chaises, incapables de soutenir mon regard. Leurs avocats chuchotaient frénétiquement entre eux, comprenant que leur dossier venait de s'effondrer. Le juge a demandé d'autres extraits. Nous avons entendu Sophie expliquer à une amie au téléphone, c'est plus facile que prévu. Elle devient vraiment gâteuse, on dirait. Plus vite on règle ça, mieux c'est. Et Pierre, lors d'une conversation avec sa ex-épouse Claire, ma mère a une petite fortune cachée. Une fois qu'elle sera en maison de retraite, on pourra enfin en profiter. Chaque enregistrement était un coup de poignard dans le cœur, mais aussi une preuve irréfutable de leur culpabilité. Pendant 72 ans, ai-je dit, ma voix maintenant chargée d'une émotion contenue qui faisait vibrer chaque syllabe, j'ai construit une vie basée sur des valeurs que j'ai essayé de transmettre à mes enfants. J'ai travaillé honnêtement, économisé chaque euro, je vous ai élevé avec amour et dévouement. Et découvrir que cet amour a été payé en retour par la trahison et la cupidité a été la douleur la plus profonde que j'ai jamais ressentie. Je me suis tourné directement vers Pierre et Sophie, mes yeux plantés dans les leurs avec une intensité qui les a fait frissonner. Vous vouliez mes biens? Vous pensiez mériter mon héritage? Eh bien, je vais vous donner exactement ce que vous méritez. J'ai sorti de mon sac à main un document que j'avais préparé la semaine précédente avec un notaire, Maître Guillou, un homme de confiance que je connaissais depuis 20 ans. Votre honneur, je souhaiterais enregistrer ma nouvelle déclaration de volonté, ai-je annoncé en brandissant le document officiel. Je lègue tous mes biens à des institutions caritatives de Rennes qui s'occupent véritablement de personnes âgées nécessiteuses. Mes enfants ne recevront pas un seul euro de mon héritage.
Le document était une donation entre vifs de 80% de mes biens, ne gardant que le nécessaire pour vivre confortablement jusqu'à la fin de mes jours. Mes économies iraient à l'association Les Amis des Anciens, qui aide les personnes âgées isolées, mon appartement à la Fondation Abbé Pierre pour loger des familles en difficulté, et ma maison de campagne à l'association Bretagne Nature pour en faire un centre d'accueil pour enfants défavorisés. Sophie a commencé à pleurer, mais c'était maintenant des larmes de désespoir réel, pas les larmes de crocodile que j'avais vues si souvent. Ses sanglots résonnaient dans la salle, témoignant de l'effondrement de tous ses espoirs cupides. « Maman, s'il te plaît », a-t-elle supplié, sa voix brisée par l'émotion. « Nous pouvons discuter, expliquer. » C'était un malentendu. « Expliquer quoi ?» ai-je répondu avec une froideur glaciale qui contrastait avec mes larmes de mère blessée. « Que vous m'aimez. Que vous étiez inquiet pour moi. Vous avez eu des mois pour démontrer un amour véritable. Vous avez choisi de démontrer votre cupidité. » Pierre a tenté de s'approcher de moi, les mains tendues dans un geste de supplication, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. « À partir d'aujourd'hui, » ai-je déclaré d'une voix qui portait le poids de 72 années d'expérience, vous êtes libre de vivre vos vies sans vous préoccuper de moi. Vous n'aurez plus à feindre l'amour filial. Vous n'aurez plus besoin de rendre visite à la mère que vous considérez comme un fardeau. Et surtout, vous n'aurez plus jamais besoin de mentir. Le juge, après avoir examiné minutieusement toute la documentation, s'est montré catégorique dans sa décision, la demande d'interdiction civile est rejetée sans appel. En outre, j'ordonne l'ouverture d'une enquête pour tentative de fraude et association de malfaiteurs à des fins criminelles. Il a également ordonné que Pierre et Sophie remboursent tous les frais de procédure et les honoraires d'avocat, une somme qui s'élevait à plusieurs milliers d'euros qu'ils n'avaient manifestement pas. En sortant du tribunal, j'ai respiré l'air froid de janvier comme si c'était la première fois. Rennes ne m'avait jamais paru si belle. Les pierres anciennes de la ville racontaient des histoires de survie, de résistance, et je venais d'écrire ma propre histoire de dignité reconquise. Les passants qui se hâtaient dans les rues pavées, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver, ne se doutaient pas qu'ils croisaient une femme qui venait de remporter la bataille la plus importante de sa vie. Pierre et Sophie sont sortis tête basse, sans dire au revoir, accompagnés de leurs avocats qui parlaient déjà de recours possibles. Mais nous savions tous que c'était fini. Leur cupidité avait été démasquée publiquement, et ils devraient vivre avec cette honte pour le reste de leurs jours. Maître Moreau m'a raccompagné jusqu'à l'arrêt de tramway. « Madame Leblanc », m'a-t-il dit avec une admiration sincère, « en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une défense aussi brillante. Vous avez donné une leçon de dignité à tout le tribunal. Aujourd'hui, 6 mois après cette audience mémorable, je vis seule et heureuse dans mon appartement de la rue de la Monnaie. Les meubles anciens, les livres de ma bibliothèque, les photos de famille ont retrouvé leur place naturelle dans ma vie. Chaque matin, en ouvrant mes volets sur la place du Parlement de Bretagne, je me sens libre et fière. Je fais du travail bénévole au foyer Les Jardins de Rennes, ironiquement, le même endroit où mes enfants voulaient m'interner. J'y aide des personnes qui ont été réellement abandonnées par des familles véritablement négligentes, et chaque sourire reconnaissant que je reçois me rappelle que ma vie a encore un sens et une valeur. Madame Henriette, 85 ans, dont les enfants vivent à l'étranger et ne donnent jamais de nouvelles. Monsieur Georges, veuf de 80 ans, que sa belle famille a chassé de chez lui après la mort de sa femme. Ces personnes-là méritent vraiment l'aide et la compassion. Pas moi, qui ai simplement été victime de la cupidité de ma propre progéniture. Mes enfants ont tenté de reprendre contact à plusieurs reprises. Des lettres larmoyantes, des appels téléphoniques où ils suppliaient mon pardon, des visites impromptues où je ne leur ouvrais pas la porte. Pierre a même essayé de passer par mes anciens collègues de l'université pour plaider sa cause. Sophie a envoyé ses enfants, mes petits-enfants, porter des dessins et des mots doux. Ces tentatives de réconciliation m'ont fait mal, je l'admets. Voir Lucas, Emma et Théo sur le pas de ma porte avec leurs petits visages innocents, me demandant pourquoi Mamie Margot ne voulait plus les voir, fut l'épreuve la plus difficile. Mais j'ai tenu bon. Mes petits-enfants comprendront un jour que leur grand-mère n'était pas folle, mais qu'elle a simplement refusé d'être victime.
J'ai découvert que je pouvais vivre parfaitement bien sans des personnes qui ne me cherchaient que par intérêt. L'amour véritable ne négocie pas, ne fait pas de chantage, ne manipule pas. Il donne sans compter et respecte sans condition. La plus grande leçon que j'ai apprise à 72 ans est que parfois, l'amour le plus difficile que nous puissions donner à nos enfants est celui qui établit des limites, qui dit non, qui les force à affronter les conséquences de leur choix. L'amour inconditionnel ne signifie pas accepter l'inacceptable. Ils voulaient que je sois incapable? J'ai prouvé ma capacité. Ils voulaient mes biens? Ils ont tout perdu. Ils voulaient me tromper? Ils ont découvert que l'expérience de toute une vie enseigne beaucoup sur le caractère humain. Et vous, qui m'avez accompagné jusqu'ici dans cette longue histoire, j'espère que vous comprenez, le respect se gagne, l'amour se démontre par des actes, et la dignité ne se négocie jamais. Même pas avec ses propres enfants. Il y a quelques semaines, j'ai croisé Sophie au marché des Lys. Elle faisait ses courses avec un air triste, ses cheveux moins bien coiffés qu'avant, ses vêtements moins élégants. Nos regards se sont croisés pendant une seconde. J'ai vu dans ses yeux la même petite fille qui venait se blottir contre moi quand elle avait peur de l'orage. Pendant un instant, mon cœur de mère a vacillé. Puis je me suis souvenu de sa voix dans l'enregistrement, quand nous obtiendrons le contrôle de ses biens, nous vendrons tout rapidement. L'instant de faiblesse est passé. J'ai continué mon chemin. Margot Leblanc, 72 ans, citoyenne de Rennes, femme libre et maîtresse de son propre destin. Voici mon histoire. Voici ma victoire. Et sachez une chose, si vos propres enfants tentent un jour de vous manipuler, de vous voler votre dignité ou vos biens, souvenez-vous de mon histoire. Parfois, la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de lui dire non. Maintenant, dites-moi. Pensez-vous que j'ai été trop dur avec Pierre et Sophie? Qu'une mère devrait tout pardonner, toujours? Ou parfois devons-nous prendre des décisions douloureuses pour préserver notre dignité? Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez avez vécu des situations similaires. Peut-être avez-vous ressenti cette douleur d'être irrespecté par ceux que vous aimez le plus. Peut-être avez-vous affronté des proches qui ne vous voient que comme une source d'argent. Racontez votre histoire dans les commentaires. Que auriez-vous fait à ma place? Comment auriez-vous réagi en découvrant une telle trahison? Vos expériences peuvent aider d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne. Ici nous partageons des histoires vraies de gens comme nous, qui ont prouvé que l'âge apporte la sagesse, pas la fragilité.